Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'excuse par avance, je vais lire mon propos parce que vous aurez compris que la synthèse, je l'ai terminée là il y a quelques minutes. Donc, avant de débuter ma synthèse, je voudrais remercier les organisatrices de ce colloque, Céline et Gaucha, ainsi que l'ensemble de leur équipe. Les remercier également de m'avoir invité à ce très beau colloque. Je remercie aussi vous, les participants et les conférencières, pour la qualité et la richesse des interventions, des échanges et des réflexions qu'elles ont pu susciter. Donc, tâche bien difficile pour moi de rendre compte en un quart d'heure. Bon, j'ai cru comprendre que c'était moins maintenant. Bon, je vais m'adapter. Sachez que le maître mot à l'INSPE, c'est l'adaptation, donc je pense que je vais pouvoir y arriver. Donc, de 2 journées très riches et qui ont balayé en fait l'ensemble des défis posés au système éducatif moderne et à leurs acteurs dans la question de l'inclusion des élèves allophones. Je vais essayer d'en traiter par une entrée thématique et par mots-clés, en précisant bien que chacune des communications a pu être traversée par plusieurs thèmes. Les communicants me pardonneront de ne pas citer à chaque fois leur nom, mais ils se reconnaîtront facilement dans mes propos, et je ne doute pas que ceux qui les ont écoutés le feront aussi. Donc, en m'appuyant sur le titre du colloque et de l'argumentaire, je vais proposer une synthèse selon 2 axes complémentaires, à la fois les défis et les perspectives dans la formation initiale et continue des enseignants à l'inclusion des élèves allophones, en examinant ces perspectives à partir des leviers existants et ceux que l'on pourrait encore actionner. Donc, un premier défi, des écarts entre prescriptions institutionnelles, notamment européennes et mondiales, en faveur de la prise en compte du plurilinguisme des élèves, notamment migrants, pour favoriser leur inclusion, et la réalité de la formation des enseignants et des classes. Donc, Nathalie Auger l'a bien souligné, les défis macro auxquels nous sommes confrontés sur la question de l'inclusion des élèves allophones, au niveau de la formation initiale et continue des enseignants et des textes officiels également. Au niveau méso, des liens qui ne sont pas toujours évidents à réaliser entre les institutions, avec l'exemple qu'elle donnait au sujet des PRE et de la cité éducative. Le territoire semble également avoir un impact sur la scolarisation des élèves allophones, comme le montre la recherche qui portait sur le premier degré et qui indique des modes de scolarisation variés au sein d'une académie, malgré un cadrage commun qui s'expliquerait par la composition historique des territoires, le choix des SDEN, le terrain et les trajectoires professionnelles des enseignants. Dans certaines communications, on a pu entendre qu'il n'y a pas réellement de formation interculturelle spécifique en Italie et en France. Ce constat rappelle la recherche de Brahim Azaoui, Nathalie Auger et Geneviève Zoya, qui en 2019 réalisaient ces mêmes constats sous le titre « L'interculturelle arlésienne des INSPE », titre assez accrocheur. Une autre recherche doctorale en arrive à la même conclusion au sujet du plurilinguisme, cette fois-ci, en parcourant les catalogues de l'AFC et les maquettes des INSPE. Une question pragmatique que je me suis alors posée concerne l'entrée sélectionnée pour rechercher des formations avec des mots-clés aussi larges que plurilinguisme ou interculturel. J'ai au moins un exemple de décalage entre ce qui est affiché et réel. Le premier, c'est que je mène depuis 2017 un module de formation intitulé « Éducation au plurilinguisme et à l'interculturalité », et vous le trouverez nulle part dans les maquettes. Donc, le second exemple est que j'ai voulu aussi recenser tous les modules de formation continue proposés par l'EFC. En tapant le mot-clé plurilinguisme, j'ai retrouvé plusieurs modules concernant notamment la préparation d'une mobilité Erasmus. Ce second exemple pourrait souligner aussi les différentes acceptions que l'on peut avoir du concept même de plurilinguisme et d'interculturalité et qui nécessite, selon moi, de clarifier en tout cas ces concepts. Et cela revient aussi au décalage entre les acceptions scientifiques et institutionnelles et parfois issues de la pratique qu'évoquait Véronique Miguel-Adissu. Donc il existe des leviers institutionnels, tant mieux, dans la structuration même de la formation des enseignants en France, comme Nathalie Auger l'a rappelé, avec l'EFC, les instructions officielles, le Conseil supérieur de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des langues, avec, quoi qu'on en dise, des évolutions certes timides, mais des évolutions. Un second point, le manque de formation souligné par les professeurs du PE2A, mais qui est un constat que l'on retrouve souvent dans les évaluations des INSPE. Donc, plusieurs communications ont signalé le constat fait par des enseignants du PE2A d'un manque de formation, notamment pour l'inclusion des élèves allophones. Les deux recherches qui ont porté sur la voie professionnelle et le lycée professionnel
ont indiqué un sentiment d'illégitimité des professeurs face aux élèves allophones. On a pu entendre également que les futurs enseignants se plaignaient d'avoir trop de théorie et pas assez de pratique. Les stages de professionnalisation sont pensés dans la formation initiale pour équilibrer ces deux aspects et pour conduire les futurs enseignants vers cette réflexivité. Mais comme le suggèrent des collègues, comment trouver ce savant équilibre entre technicité et réflexivité? Comme le soulignent également nos collègues de l'Université de Genève, qui soulignent un défi d'ingénierie didactique quand il s'agit de se pencher sur l'hétérogénéité des dispositifs et des publics dans le cadre d'un dispositif de formation qui vise à outiller tous les étudiants pour leurs futures pratiques, quels que soient les contextes ou les publics scolaires. Se pose ainsi le défi de la variété des dispositifs accueillant les élèves allophones, mais pas que, dans lesquels les étudiants peuvent être amenés à réaliser leurs stages, ainsi que les grandes disparités en ce qui concerne des classes concernées, allant de la post-alphabétisation à des classes dites d'insertion scolaire. Enfin, la vision déficitaire attachée aux élèves allophones et la logique compensatoire qui la suit, dont Véronique Migaladissu a parlé. On a pu entendre des discours autour des représentations des étudiants concernant les élèves allophones, dont les compétences plurilingues, la dimension sensible, identitaire, corporelle, biographique, interactionnelles sont réduites ou éludées au prisme de la fameuse barrière de la langue. La logique déficitaire de l'élève allophone qui va avoir des conséquences au niveau de la pédagogie en termes de compensation, comme le pointe Isabelle Rigoni. Donc il y a un certain consensus des recherches de plusieurs disciplines sur les intérêts de percevoir l'élève allophone comme un sujet pluriel, et on est tous d'accord là-dessus. Et des intérêts à la fois pour les élèves allophones ainsi que tous les élèves de la classe, qu'ils soient plurilingues ou pas, comme l'a souligné Nathalie Auger, mais également Véronique Migaladissu, et des intérêts pour les enseignants. Et j'ajouterai les familles et la société. On serait, pour reprendre une image en didactique, dans un pari gagnant-gagnant. Plutôt enfin sur les défis, parce que j'en avais encore, une approche normée versus une approche souple, flexible de la langue. Donc des représentations qui peuvent découler d'une approche normée de la langue et qui peut entraîner des conséquences sur la manière de concevoir un projet pédagogique plurilingue en classe. C'est l'exemple qui nous a été donné par les collègues qui ont communiqué sur le Kamishibai plurilingue, en formation initiale des enseignants du premier degré, en didactique du français langue première, et qui soulève des défis de résistance des étudiants pour trouver la bonne traduction, avec cet exemple assez édifiant entre le collègue qui est là et cette étudiante qui parle de corriger à tout va, et qui ne parvient pas à la convaincre, et il se crée finalement un décalage entre l'approche normée de l'étudiante, à travers donc cette répétition, et la flexibilité, la souplesse que l'on a face aux compétences des élèves dans leur langue. Ce qui soulève, à mon sens, une certaine ambivalence dans nos discours en formation entre la maîtrise de la langue et des apprentissages fondamentaux requis par les programmes, notamment dans les cours qui concernent la didactique du français langue maternelle, et une certaine flexibilité concernant la maîtrise de ou des langues premières des élèves, par les élèves ou par les futurs étudiants en didactique des langues et du plurilinguisme. On parle bien de compétences partielles quand il s'agit des compétences plurilingues. En revanche, on parle de maîtrise quand il s'agit de la discipline du français. Donc, comment donc traiter en formation et même en recherche ce qui pourrait paraître comme dichotomique chez les enseignants et les futurs enseignants entre maîtrise de la langue et des fondamentaux et des compétences dites partielles en langue de première socialisation. Une explicitation des enjeux des approches plurielles en didactique du français paraît alors nécessaire, et cela revient à la question qui a été posée aux communicants au sujet des arguments à présenter aux enseignants et aux futurs enseignants dans ce type de projet. Et de façon un peu plus méta, cela revient à nous questionner, nous, chercheurs et formateurs, sur les thématiques de recherche à explorer et les contenus de formation à développer. J'ai traduit ces thématiques à grands traits, j'ai brossé certaines dialectiques plutôt que des tensions, puisque je m'inscris dans la complémentarité. Donc, dans les perspectives, la première dialectique serait un équilibre entre l'intra et l'inter, une didactique du français et à la fois une interdidacticité afin d'atteindre une didactique plurielle du français à visée inclusive et altéritaire, ce dont parlait Véronique Migaladissu. On pourrait s'appuyer sur le concept d'interdidacticité que nous conceptualisons avec Fatima Chenandavin. Autrement dit, le dialogue entre les différents domaines du français, français langue première, langue seconde, langue étrangère, français langue de scolarisation et français sur objectifs spécifiques, notamment pour le lycée professionnel, pour répondre à des besoins spécifiques qui pourraient constituer
un levier dans la formation des enseignants. Donc, en quoi le découpage entre ces différentes didactiques et la circulation entre ces différents domaines peut-il s'avérer fructueux? Je vous laisse y réfléchir. Nathalie Auger, en citant Edgar Morin, nous a invités à être indisciplinés, soyons-le, en passant par le juste équilibre entre didacticité et interdidacticité, selon les besoins des formateurs, des enseignants et des élèves. Donc cela est également valable pour les différentes didactiques disciplines, hein, et ce qui m'amène à parler de l'ancrage disciplinaire et de l'interdisciplinarité. Donc, au niveau de la recherche, on le voit dans les recherches qui ont été menées, les champs dans lesquels elles s'inscrivent, qui rappellent aussi l'intérêt du dialogue, de la didactique des langues avec les différentes didactiques des disciplines, la sociolinguistique, la psycholinguistique, l'anthropologie, la psychologie cognitive, et j'en oublie certainement, tout en gardant en tête que l'interdisciplinarité nécessite un décentrement disciplinaire de la part des enseignants de chaque discipline, comme le démontre la recherche maths en UPE2A. Donc différents exemples témoignent de cette dialectique nécessaire et ce dialogue fécond entre ancrage disciplinaire et interdisciplinarité. Donc les chercheurs qui proposent un curriculum de formation des enseignants à destination des élèves allophones au Brésil et en France soulignent l'intérêt de travailler sur la dialectique entre langue de scolarisation et langue familiale. La recherche en lycée pro Compé-MIG-LP montre que la transmission des savoirs professionnels ne sont pas seulement linguistiques, mais également concernent les cultures, les langues et les pratiques professionnelles. L'exemple du projet de co-enseignement entre enseignants de géographie et de FLS, mené en collaboration avec une chercheuse en géographie auprès de lycéens allophones, qui met en relation le FLS, la géographie, les arts et les dimensions expérientielles et sensibles que ces disciplines impliquent, qui favorisent à la fois une entrée dans la langue et dans les savoirs scolaires en géographie, en passant par ces démarches expérientielles et sensibles. Ce que l'on perçoit dans ce projet et ce que j'ai entendu au déjeuner hier, d'où l'intérêt des espaces-temps informels, c'est une circulation des savoirs savants et experts de chacun et de la co-formation par l'interdisciplinarité qui pose la question du transfert des compétences et de l'élaboration des communautés de pratique. Donc, lors de la table ronde a été évoquée la bivalence, la trivalence du professeur exerçant en lycée professionnel qui peut se retrouver dans une posture d'imposteur et des leviers comme le cours enseignement entre professeurs de lettres et de matières professionnelles ou encore professeurs de mathématiques. Une deuxième dialectique, celle, ou plutôt une articulation terrain-recherche-formation, qu'on adore mettre en avant dans les INSPE, et une articulation aussi à l'intérieur de chacun de ces niveaux, donc la collaboration, la coopération, Véronique Migaladissu en a parlé, donc des différents acteurs qui vont œuvrer pour l'inclusion de tous les élèves, donc collaboration, coopération, tout en étant conscient de l'importance de l'adhésion à la fois des praticiens et des chercheurs et du complémentarisme des régimes de vérité en acte dans une recherche collaborative, ce dont parlait Véronique Migaladissu. Donc une collaboration entre le terrain, la recherche et la formation à travers des recherches-actions, on l'a vu dans ce colloque, des recherches-actions-formation, des recherches collaboratives qui vont réunir des chercheurs, des acteurs du terrain, des acteurs de la formation, mais également des acteurs du terrain avec des PEMF, des MAT, des CPC, bon, désolé des acronymes, des AED, UPE2A, et je n'ai pas le temps de tout expliciter, et des chefs de travaux concernant le lycée professionnel. Donc tout un écosystème de professionnalisation, j'ai adoré l'expression, donc je reprends de mes chers collègues, qui analysent leurs dispositifs de formation en destination d'un grand public sur la question de l'inclusion des élèves allophones, qui va concerner à la fois les chefs d'établissement, des professeurs du premier et du second degré en UPE2A et en classe ordinaire, et c'est là toute l'importance, qui couple les expertises d'une chercheuse formatrice du SUPFLES, un organisme de professionnalisation, un dispositif, et une praticienne formatrice du CASNAV. Donc une collaboration à l'intérieur même de la formation qui va articuler la collaboration avec le terrain. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais ça va? Je m'inquiète pour mon train. Pourtant, ça va. OK. Donc, tous ces acteurs éducatifs qui font partie de l'écosystème de la scolarisation de l'élève allophone, pour reprendre une expression utilisée par des collègues dans ce colloque, en y incluant également les orthophonistes. Donc, ces collaborations qui sont susceptibles de favoriser la circulation des savoirs savants et experts et des connaissances. Une troisième dialectique entre le dehors et le dedans. Nathalie Auger, à travers les recherches qu'elle a évoquées, montre bien l'intérêt de tisser des relations entre l'école, les espaces hors l'école, en jouant sur les espaces informels, non formels et formels,
et en y incluant des acteurs majeurs de l'éducation que sont les familles, les espaces culturels et associatifs. Ce qui revient à identifier, comme cela a été suggéré au cours d'une communication, le rôle différencié des espaces formels et informels de formation comme condition de construction d'une culture professionnelle autour de l'inclusion langagière des élèves allophones. Et d'autant plus que ces espaces informels semblent favoriser une prise de conscience plus fine que dans les dispositifs formalisés. Donc plusieurs exemples abondent dans ce sens. Le dispositif pédagogique de co-enseignement en FLS Histoire Géo, le dispositif de formation langue dehors, langue dedans. Et donc cette dialectique entre le dehors et le dedans, on peut la décliner en proposant une quatrième dialectique de l'autre et de soi, qui me semble assez centrale dans ce colloque pour poser la question de l'altérité et de la réflexivité. La question de la relation à l'autre, d'un point de vue éthique, comme l'a souligné Véronique Miguel-Adissu, la reconnaissance d'autrui qui revient à se décentrer pour arriver à l'empathie, à la fois à destination des élèves et des collègues débutants, comme cela a été souligné lors de la table ronde. Et je dirais cette reconnaissance de moi par rapport à l'autre et avec l'autre, et ce processus d'altérisation, comme le suggère Véronique Lemoine-Bresson, mais à tous les niveaux, futurs enseignants, formateurs, décideurs et chercheurs. Quand on entend encore parler de l'isolement, voire de la marginalisation des collègues en UPE2A et de leurs élèves, on peut légitimement se poser cette question. Sait-on réellement faire avec l'autre? Sait-on faire société? Et quand je dis l'autre, ce n'est pas forcément l'étranger. C'est celui qui nous semble étranger parce qu'il ne fait pas partie de notre communauté de pratique, parce qu'il a des modèles de pensée ou d'action que nous ignorons. C'est également la recherche qui a été menée au sein de la formation des enseignants à l'HEP du canton de Vaud en Suisse, autour de l'accueil des futurs enseignants issus eux-mêmes de la diversité linguistique et culturelle, mais dont la diversité est finalement peu ou pas mobilisée, alors même que les enseignants issus de la migration montrent une sensibilité interculturelle accrue. Un collègue a évoqué l'isolement des professeurs de langue arabe qui interviennent dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère, donc les ex-ELCO, au sein de l'école républicaine, alors que cela même pourrait constituer des ressources au même titre que les ATSEM à l'école maternelle et qui possèdent des compétences plurilingues et interculturelles dont la recherche, la formation, le terrain pourraient s'en saisir. Donc des collègues ont plaidé pour une formation qui fait vivre l'altérité plutôt qu'un discours prescriptif sur l'inclusion qui permettrait d'aboutir à la réflexivité des acteurs et de transformer les postures professionnelles. La recherche qui porte sur les professeurs du PE2A montre que ceux-là ont un parcours professionnel lié à l'apprentissage d'une langue seconde ou à la migration, vont porter un regard sensible sur la question migratoire et sur le plurilinguisme. Ces résultats, même s'ils sont limités, car il s'agit d'un échantillon restreint, rappellent quand même cette notion d'enseignant sensible aux langues chères à Izquierdo et le projet LISTIAC que nous a présenté Nathalie Auger pour des enseignements sensibles aux langues, quel que soit l'élève, quelle que soit la discipline ou le niveau. Il y a encore des choses à dire. Donc, plusieurs communications ont porté sur des dispositifs de formation initiale, comme l'exemple donné en licence qui propose de travailler sur l'autobiographie langagière afin de déconstruire des représentations monolingues. La réforme de la formation des enseignants me semble être une opportunité à ce niveau-là, car elle nous permet de travailler sur ces dimensions réflexives dès la première année de licence. D'autres proposent des ateliers immersifs pour se mettre à la place des élèves plurilingues en maternelle, des familles migrantes pour simuler l'allophonie, se mettre à la place des élèves et leurs familles, mais également pour réfléchir à des pistes d'action en tant qu'enseignant ou futur enseignant et en tant que formateur à partir de dispositifs de formation innovants, sensibles, des escape games en mathématiques et en français, un escape game pédagogique, jeu immersif et collaboratif, la Tour de Babel, une fresque du plurilinguisme, le but étant évidemment de faire évoluer les représentations concernant la prise en compte de tous les plurilinguismes et de tous les élèves en classe, mais également de développer des gestes professionnels, inclusifs, bienveillants. Car la didactique des langues, comme l'a souligné Nathalie Auger, s'est emparée de la question des émotions, notamment avec les travaux de Delphine Guetta. J'en viens à la question du bien-être et des compétences psychosociales pour une entrée sécurisée dans les apprentissages, qui faisait l'objet de certaines communications. Il a été question de bien-être des élèves, de bilinguisme harmonieux. J'ai repris ce concept moi-même dans la formation initiale pour parler de plurilinguisme harmonieux, d'un environnement linguistique inclusif qui s'ancre dans l'acquisition du français tout en valorisant les langues familiales.
Et enfin, j'en arrive à la dialectique, puisqu'il faut avoir des outils, il faut que ce soit concret, il ne faut pas rater le train. Donc la dialectique entre la boîte à outils et la boîte à instruments de l'enseignant. Donc une dialectique entre un trousseau de base, vous m'excuserez cette allusion à la maternité, et la boîte à outils de l'enseignant, me référant à la recherche de Lucille Cadet et Nassera Haïfi et ses collaborateurs. Et j'ai même envie de dire la boîte à instruments des enseignants, si on considère que l'appropriation des outils est importante et que nous ne sommes pas des concepteurs d'outils, mais que nous les construisons avec eux. Véronique a évoqué la posture de l'enseignant passeur entre les savoirs scientifiques et praxéologiques vécus en classe. Elle a également parlé d'enseignant médiateur. Il a été question d'enseignant créateur, qui n'est plus dans la position de l'usager, mais adopte celle du producteur, notamment par la recherche collaborative. Et c'est à mon sens ce que représentent les activités menées par l'équipe enseignante de la recherche Lire Monde, qui nous ont été proposées lors des ateliers et qui montrent un bel exemple de partage de savoir savants et experts, notamment par la réappropriation dans les pratiques des enseignants à l'échelle de 2 écoles d'un outil de médiation interculturelle issu de la recherche. Véronique a parlé de transformation à la fois des praticiens et des chercheurs, on le voit bien. Ce qui fait écho au témoignage de la collègue enseignante-chercheuse en didactique de l'anglais qui dit avoir saisi les intérêts du plurilinguisme à travers sa participation à la recherche ALTA. Donc, dans le trousseau de base, on peut trouver les gestes professionnels, les outils évidemment. Donc, j'irai très vite. Il a été question de gestes de lâcher prise, d'ajustement de la communication dans l'interaction, des gestes didactiques inclusifs, des gestes déjà présents chez les professeurs du PE2A, et enfin donc les démarches, les outils, les supports pédagogiques. Donc, la démarche du diamant langagier, le co-enseignement, la co-intervention, notamment au lycée professionnel. Nathalie Auger a présenté un certain nombre de ressources. Véronique Miguel a dessus aussi dans le projet Lire Monde. On a des ressources avec le projet ALTA. Donc, des témoignages, des savoirs, des podcasts thématiques sur les ATSEM en contexte plurilingue, avec le site Bilem, des kamishibai plurilingues, des imagiers plurilingues, des entretiens métagraphiques, une collection avec vous en français, une création de jeux de cartes, un livret d'accueil non verbal à destination explicite des élèves en UPE2A, mais pas que, j'ai envie de dire. Et au lycée professionnel, une création de fiches pratiques réalisées par Sabrina Royer et Jean-Marc Mongeante, des QR codes pour aider les élèves allophones en atelier, qui rappellent la recherche que nous menons avec Fatima Chnandavin sur le français langue de scolarisation et la mise en sécurité des élèves allophones. Et je conclus, je suis désolée. Donc, le plurilinguisme, j'aimerais conclure sur ce dernier point. C'est l'affaire de tous les élèves, tous les acteurs, tous les décideurs, c'est bon, ça y est, les enseignants, les formateurs et les chercheurs. C'est ce que j'ai perçu au travers de ces différentes interventions et ces 2 conférences. C'est l'affaire de tous, de tous les contextes, de tous les acteurs éducatifs, toutes les disciplines par la voie du français langue de scolarisation, des langues vivantes étrangères comme l'anglais et les autres, et concerne tous les élèves. Et donc, on n'a plus qu'à. Merci de votre écoute. Bien, je serai sans doute un peu plus bref parce que tellement a été dit par Karima Gouaïch à l'instant. Je pense que réellement ça permet de se donner une idée extrêmement précise de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 journées. En quelques minutes, donner un aperçu des enjeux qui ont été soulevés, c'est une tâche qui est exigeante et relativement périlleuse. Mais je remercie néanmoins les organisatrices de me l'avoir confiée. Comme ma collègue, je suis reparti des 2 termes clés de l'intitulé, défis et perspectives, sans grande surprise. Défis et perspectives qui sont 2 termes polysémiques qui nous ont guidés au fil des différentes communications et des ateliers proposés. On peut réinterroger ces 2 termes pour mettre en évidence des éléments nécessairement choisis parmi d'autres. J'assume la sélection qui peuvent refléter nos préoccupations communes autour de la formation des enseignants à l'inclusion des élèves allophones. Alors, quand on parle de défis, ça peut faire penser à une situation de rupture.
ou même d'affrontement. Ça paraît violent, mais défier, c'est un peu, j'ai vérifié dans le dictionnaire, c'est un peu perdre la foi, c'est la fin de la confiance qu'on pouvait avoir en soi ou en les autres. Et je crois que cette définition, elle illustre bien la situation inconfortable dans laquelle se trouvent souvent les enseignants qui accueillent les élèves allophones et parfois les formateurs chargés de les accompagner, de les conseiller. Mais cette situation d'inconfort et de déséquilibre appelle nécessairement la recherche d'une situation plus stable et d'un nouvel équilibre. On l'a dit à plusieurs reprises pendant ces 2 journées, la transformation des pratiques ne peut pas faire l'économie d'une prise de conscience. Et on a rappelé à l'instant quelles étaient les différentes façons de prendre conscience ou de déconstruire des représentations sur le rapport aux langues dans notre système éducatif. Ceci dit, une victoire importante a été remportée parce que, de mon point de vue, il y a quelques années, la communauté éducative considérait que les EANA devaient d'abord développer des compétences en langue pour ensuite, j'ose pas dire peut-être, mais pour ensuite être inclus dans les différentes disciplines. Ça paraît ancien et en même temps, c'est pas si ancien. J'ai pas entendu parler de ça pendant 2 jours. Parce que je pense que cette question, elle a été réglée. On ne se demande plus s'il faut inclure, mais comment faire pour que l'inclusion se déroule correctement, pour les élèves, comme pour les enseignants, bien sûr. Définition légèrement différente du mot défi. On parle de relever un défi, c'est-à-dire réaliser une chose difficile. Et qu'est-ce qui rend notre tâche difficile ? On en a déjà parlé. Il y a la diversité du public. Quand on parle des enseignants, de quels enseignants parle-t-on ? Sont-ils issus du premier, du second degré, avec un univers pluridisciplinaire ou plutôt une tendance à être spécialisé, avec des niveaux d'expertise très variables, qu'on accompagne des enseignants entrant dans le métier, entrant dans la fonction d'enseignant UPE2A, ou des enseignants plus expérimentés. Et puis, bien sûr, une grande diversité des contextes d'exercice tout au long des communications et des ateliers. On a pu avoir accès à des observations d'enseignants en UPE2A, enseignants en classe ordinaire, enseignants de classe ordinaire qui accompagnent des élèves allophones dans le cadre parfois de modules de soutien linguistique. Tout existe. Ce qui rend la tâche des formateurs particulièrement difficile et complexe. Et l'autre source de complexité, c'est que la commande institutionnelle soit relativement faible. Je n'ai pas peur de le dire ici, y compris en tant que directeur du CASNAV. Et les ressources disponibles pour aider les uns et les autres peuvent apparaître comme éparpillées parfois ou sans légitimité suffisante. Ma collègue parlait à l'instant de taper des mots-clés dans des moteurs de recherche pour voir sur quoi on pouvait tomber. Et oui, on tombe sur énormément de choses. Devant ces difficultés multifactorielles, il y a un risque de découragement ou de paralysie. Mais ce colloque a le mérite d'offrir à tous les acteurs des pistes d'action et de réflexion. Et on en vient, vous l'aurez compris, au volet perspective de cette petite restitution. J'ai réinterrogé mon dictionnaire. On me dit que la notion de perspective appelle l'idée de regard, donc de point de vue. Et grâce à la qualité des interventions et à la complémentarité du travail mené par les chercheurs, les enseignants, les formateurs, parfois les trois en même temps, on a pu mettre en dialogue différents regards. Et à chaque fois, l'articulation entre recherche scientifique et pratique au sein de l'école a été posée, presque systématiquement. La recherche, elle s'appuie toujours sur un terrain de recherche, mais on s'est interrogé à juste titre pour savoir comment les résultats de la recherche pouvaient ensuite être diffusés, appropriés,
réinvesti au niveau de la formation continue des enseignants en exercice? Une partie de la réponse se trouve dans le programme que vous avez encore sans doute à portée de main. J'ai recensé parmi l'assistance, c'est sûrement une des formations professionnelles, une trentaine de formateurs CASNAV, issus de nombreuses académies de France. Tous rassemblés et inclus dans la communauté universitaire. C'est un phénomène très rare, je peux vous le dire, et d'autant plus précieux. La plupart du temps, ces formateurs du CASNAV sont venus partager leur expertise, présenter des démarches, des outils, des points d'appui pour tous les ingénieurs de formation qui s'intéressent à cette thématique. Enfin, la perspective, la notion de perspective, contient aussi l'idée d'avenir et d'espérance. C'est celle qui est sans doute la plus enthousiasmante. La dimension internationale du colloque, clairement affirmée, est en soi une réponse aux tentations de repli qui peuvent parfois traverser nos sociétés et nos modes de pensée. Et c'est même une garantie de la pluralité des approches, en écho à la pluralité des domaines de recherche et des domaines disciplinaires. Ça a été aussi rappelé plusieurs fois. Cette pluralité des approches, elle appelle celle des modalités de formation. Moi, je prends là les lunettes de terrain, où quand on veut monter des formations, on se pose presque sur le champ la question de savoir comment on va les faire, avec qui, dans quelles conditions matérielles. C'est très important. J'ai vu que de nombreuses propositions intégraient désormais de façon pensée l'hybridation des parcours, la modularité, l'accompagnement des enseignants à la fois dans sa dimension collective et dans sa dimension individuelle, qui est un champ, je pense, encore moins investi que celui de la dimension collective. Et puis la question de l'échelle, des échelles et des territoires, qui est aussi souvent abordée. Dernière question qui constitue pour moi autant un défi qu'une perspective stimulante, c'est celle de l'évaluation de nos dispositifs de formation. C'est revenu aussi à plusieurs reprises. Évaluation des dispositifs, non pas pour disqualifier certains et en valoriser d'autres, mais pour mieux mesurer les effets des formations sur les pratiques des enseignants, pour revenir à un principe d'ingénierie qui prenne en compte les résultats de ce qu'on peut proposer sur le terrain, dans une alternance continue entre théorie et pratique. Je ne m'attarde pas puisque tout le monde ici en est convaincu. Je terminerai donc en remerciant à nouveau les organisatrices, Céline Beaugrand, Margojata Yaskoa, d'avoir élaboré un programme aussi riche. Et je remercie aussi l'ensemble des participants pour la qualité des interventions et aussi la qualité d'écoute. Le collectif que nous constituons aujourd'hui ici est déjà une forme de réponse aux différentes questions qui ont été posées tout au long de ces 2 journées. Les métamorphoses nécessaires évoquées lors de la conférence inaugurale sont en cours, n'en doutons pas. Il nous appartient donc de poursuivre le mouvement engagé. Je vous remercie. Merci.